Très bien. Donc, je voudrais juste, avant de commencer, faire une petite citation d'un livre de Umberto Eco publié en 1984 qui s'appelle La structure absente, qui, pour moi, situe assez bien le problème sous le signe de ce qu'on a appelé, de manière plus ou moins précise et parfois plus ou moins abusive, structuralisme. À chaque fois que je vais parler de structuralisme, j'entends pas par là un corps de doctrine constitué de manière systématique ou la pensée d'un auteur, mais un esprit qui, ce que traduit bien cette citation de Umberto Eco, donc, qui écrivait « Même si l'on refuse de fonder philosophiquement le concept de structure, le simple fait de s'en servir situe déjà à l'intérieur d'une philosophie. » Donc le propos, évidemment, est de repérer cette philosophie dominée par l'idée de structure, ou si on veut, en ce moment, on entend beaucoup de gens qui parlent de choses systémiques, eh bien, ça n'a pas d'autre sens que cette idée de la structure. Donc, je rappelle très rapidement le point où on en était. On avait parcouru ensemble l'histoire du concept de stéréotype en le reconduisant au livre de Lippmann, qui l'introduisait, disons, dans les sciences humaines et dans la philosophie. Et on avait suivi ce concept jusque dans la gestion actuelle de l'éducation nationale, avec cette page qui s'appelle Canopée, dédiée à la formation continue des enseignants, qui comprend, vous vous en rappelez, tout un développement sur la chasse, ce que j'appellerais la chasse aux stéréotypes. Et donc on avait vu que ce concept s'ancrait dans des visions assez naïves de la psychologie empirique, et empiristes surtout. Et donc, la question, c'était un petit peu de se demander comment se fait-il, après, disons, un siècle de révolutions successives en psychologie, comment se fait-il qu'on en soit encore à être dominé par ces idées-là. Et donc, mon affirmation, ce que je voudrais défendre, c'est que cette dépendance à cet ensemble de concepts vient de ce que leur racine philosophique, leur fondement philosophique n'a pas été vraiment massivement remis en question. Il s'agit de l'exigence du sujet capable de se connaître objectivement, c'est-à-dire de se connaître comme s'il était lui-même l'objet de sa propre connaissance, et donc de se connaître en toute transparence. Alors, on pourrait avoir le sentiment que le moment structuraliste, c'est-à-dire toute la pensée, notamment française, depuis les années 50, qui ont été très, très profondément marquées par le structuralisme de Lévi-Strauss, on pourrait penser qu'à partir de ce moment-là, ce télos de la connaissance du sujet par lui-même, de cette connaissance objective du sujet par lui-même est abandonné, puisque globalement, ce qui s'affirme dans cette pensée, c'est que le sujet ne s'appartient pas à lui-même. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, j'ai l'impression que c'est moi qui le dis. En réalité, ce n'est pas moi qui parle. Ce qui parle à travers moi, c'est une structure, c'est-à-dire le langage, la structure sociale, une structure sémiotique quelconque. Et donc, on pourrait avoir le sentiment que ce tournant marque la fin d'une ambition un petit peu marquée par une certaine interprétation du cartésianisme. Et contre ça, je dirais plutôt que ce tournant aggrave cette exigence. Parce qu'en réalité, les analyses auxquelles on assiste dans le structuralisme, je notamment fondé un petit peu ce que je dis sur Derrida, en prétendant que le sujet
ne parlent pas, mais que c'est la structure qui parle à travers eux, se positionne lui-même dans son acte d'analyse même comme un sujet capable de déjouer les illusions et, disons, les fantasmes qui sont suscités par la structure, et donc comme un sujet qui est capable de dépasser cette structure et donc d'atteindre par-delà ces illusions une connaissance de lui-même qui est une connaissance qui procède entièrement d'une analyse rationnelle, en l'occurrence de ce que Derrida appelle des constructions. On va y revenir un petit peu tout à l'heure. Et donc, on voit bien que dans cette ambition même de maîtriser la structure par un discours qui la prend comme objet et qui en déjoue les illusions, eh bien, on reconduit, je dirais, à la puissance supérieure cette ambition de poser le sujet comme entièrement, je dirais, maître et possesseur, non pas de la nature, mais maître et possesseur de lui-même. Et donc ça, on peut en trouver la trace, évidemment, dans toute cette histoire qui vient d'une certaine interprétation. Je dis bien une certaine, parce que je pense qu'il n'y a pas du tout ça chez Descartes. Descartes pose un sujet épistémique, c'est-à-dire qu'il pose un sujet qui est presque une catégorie méthodologique, par la suite, les cartésiens puis les Lumières vont investir ce sujet comme le modèle de la subjectivité de manière générale, comme si c'était son seul mode d'existence, et notamment on le retrouve dans un texte, à mon avis, important et pas toujours énormément lu avec attention de Sartre, qui s'appelle La liberté cartésienne, très connu mais pas toujours très commenté. Et Sartre, dans ce texte, écrit la chose suivante: la moindre démarche de la pensée engage toute la pensée. Une pensée, alors là je souligne, une pensée autonome qui se pose en chacun de ses actes dans son indépendance plénière et absolue. Alors donc on voit bien là le ratage des conditions ontologiques de la pensée avec cette idée selon laquelle la pensée se pose par elle-même, c'est-à-dire qu'elle a, on pourrait ainsi dire, l'initiative de son propre être. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la pensée qui n'a été posé par la pensée elle-même. Et si on se rappelle de l'analyse qu'on a fait de l'auto-affection, c'est-à-dire cette présence immédiate à soi dans le sentiment, on se rappelle que dans le sentiment, par exemple, quand j'ai une sensation de couleur, une sensation de saveur, etc., je ne peux pas déterminer cette sensation par moi-même, c'est-à-dire que j'y suis saisi par une altérité vraiment irréductible. Et donc, on voit bien avec cette idée d'une pensée qui se pose elle-même et, par extension, d'un sujet qui se pose elle-même, le ratage total de cette précédence ontologique. Et donc, ce ratage de la précédence ontologique, pour moi, c'est vraiment le motif philosophique archidominant qui s'exprime évidemment de multiples manières dans des conceptions très, très diverses, mais qui, effectivement, domine et travaille peu à peu s'impose dans les structures de notre culture et de notre société contemporaine comme un motif idéologique profond, vraiment transversal, qu'on peut reconnaître sous une quantité de masques. Donc évidemment, ce que je vais faire ce soir, c'est essayer de le tracer dans un certain nombre de points de repère philosophiques. Donc on voit que le ratage tient, quand je dis le ratage de la précédence, tient notamment à une réduction de la vie pratique à la vie théorique. Ce que j'avais un petit peu résumé par une référence à Michel Henry, qui disait d'une certaine manière, dans ce type de philosophie, on finit par penser que marcher, c'est penser qu'on marche, qu'avoir mal, c'est penser qu'on a mal, etc. On va le voir tout à l'heure, notamment par des indices textuels chez Bergson, mais on voit bien qu'il y a une incapacité à concevoir le fait d'être en possession de soi, en possession de ses pouvoirs subjectifs, autrement que par la médiation de la pensée. C'est-à-dire, je ne marche pas, je pense que je marche, etc. etc. Et évidemment, on sent bien que qu'il y a une inadéquation du concept à la réalité phénoménologique, mais c'est justement toute cette inadéquation qui constitue ce ratage.
Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que la conséquence de ce ratage, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de mise en place, d'organisation de la schizophrénie du sujet postmoderne, pour l'appeler comme ça, le sujet de Foucault, de Derrida, de Deleuze, par exemple. C'est-à-dire une permanente défiance du sujet à l'égard de lui-même et une volonté insatiable de se mettre à distance de soi, de s'analyser soi-même, de se théoriser soi-même pour déjouer les pièges qui seraient à l'œuvre en soi, les pièges de l'altérité, c'est-à-dire de la structure, de la tradition, de la communauté, de la culture, etc. Donc il y a vraiment une aspiration moderniste à transférer le sujet épistémique cartésien au domaine moral et politique, au domaine de la pratique, pour rechercher une liberté inconditionnée qui se traduit, on l'avait vu dans les séances précédentes, par cette traque des stéréotypes, des préjugés, des conditionnements, etc., qui se répercutent encore aujourd'hui chez certains épigones de Foucault. Je pense à quelqu'un comme Olivier Razac, dont je parlerai dans des séances ultérieures, qui réinvestit aussi d'une manière, à mon avis, parfaitement aporétique, le concept de stéréotype. Donc, cette aspiration à la volonté absolue, vous en rappelez, on l'avait suivi dans les réflexions de Rousseau, puis de Lepelletier ou de Jules Ferry sur l'éducation, hein, cette idée qu'il fallait rééduquer le peuple, c'est-à-dire lui apprendre à se comporter à partir de la raison abstraite et non plus à partir de ses mœurs, à partir de ses coutumes, à partir de sa vie communautaire. Et donc, on voit bien chez Sartre, dans ce texte, hein, la liberté cartésienne, l'expression de cette volonté qui est une volonté toute puissante, lorsque Sartre écrit, une autre citation toujours de ce même texte, qui est, j'ai oublié de le dire, mais qui est recueilli dans Situation 1, Sartre écrit « Une liberté absolue qui invente la raison et le bien et qui n'a d'autre limite qu'elle-même et sa fidélité à elle-même. Telle est finalement pour Descartes la prérogative divine. » Et alors, voilà tout l'intérêt de la citation vient à la fin. Mais d'un autre côté, il n'y a rien de plus en cette liberté qu'en la liberté humaine. C'est-à-dire que la définition que Sartre vient de donner de la volonté divine chez Descartes n'est autre pour lui que tout simplement la définition de la liberté de l'homme. Il continue de la manière suivante. « Je suis en plein exercice de ma liberté lorsque, vide et néant moi-même, je néantis tout ce qui existe. L'homme a la possibilité permanente de se désengluer de l'univers existant. » Et fin de citation. Et donc, pour Sartre, la liberté, c'est ça. Alors, d'une manière un petit peu ironique, on pourrait résumer la chose suivante. Une fois que je ne veux plus rien faire, alors je suis absolument libre. Je ne rencontre aucune entrave. C'est-à-dire, une fois que je ne suis plus rien, eh bien, plus rien ne m'entrave. C'est évidemment pas ce que veut dire Sartre, mais c'est pourtant ce à quoi va conduire, on va le voir, sa définition de la liberté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette définition de la liberté comme néantification, c'est-à-dire alors ce qu'il appelle désenglument du monde ou de l'être, c'est-à-dire capacité à ne pas adhérer. Il se réfère de manière, à mon avis, parfaitement falsifiée à l'époquée phénoménologique. Ne pas adhérer, c'est-à-dire il se fonde sur la 4e méditation de Descartes. Je peux ne pas donner mon assentiment à quelque chose que je pourrais croire vrai, mais dont je peux douter. Comme je peux en douter, je ne donne pas mon assentiment, donc je reste dans une négation, dans une époquée que Sartre comprend comme négation, et donc c'est ce qui me rend libre. Et donc on voit très bien que dans la pratique, ça se traduit par exemple par son concept de mauvaise foi, hein, c'est-à-dire que tant que
d'une certaine manière, tant que j'y crois, tant que je suis garçon de café, que je joue le garçon de café et que j'ai le rôle du garçon de café, que je me dis après tout, c'est moi, le garçon de café. Je suis garçon de café, c'est mon être. Pour lui, tant qu'on se dit ça, on est dans une forme d'illusion. Et puis, on a toujours la capacité de nier. C'est ce qu'on retrouve aussi dans l'existentialisme et panhumanisme, hein, quand Sartre dit qu'au fond, je n'ai aucun moyen de justifier une décision morale. Je suis renvoyé à mon propre vide, à mon propre néant de détermination intérieure. C'est-à-dire que, au fond, la responsabilité est entière pour moi, moi en tant que sujet donc néantifié, égo du cogito, n'adhérant plus à aucune vérité. Donc je suis évidemment dans le néant, dans l'indétermination totale, et en réalité, je ne peux plus agir. Et donc, on voit bien par cette néantification ce mécanisme de l'éthique moderniste qui organise une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire qu'il y a moi, et puis le moi empirique, hein, on pourrait dire, le moi naturel, et puis ce moi qui transcende en permanence le moi empirique, qui est en réalité le sujet de la raison abstraite. On retrouve ce motif chez Derrida d'une manière réinvestie, mais pas différente sur le fond, dans ce qu'il va appeler la déconstruction. L'exergue de son livre de 1967 de la grammatologie le dit très bien. La réflexion s'attaque à ce qu'il appelle l'ethnocentrisme occidental, qu'il traduit par le logocentrisme, c'est-à-dire une certaine conception de l'écriture, de la métaphysique et de la science. Bon, c'est très intéressant de voir que là, il y a vraiment une décision de ne plus être soi, puisque ce que décrit Derrida comme ce dont il veut se distancier, eh bien c'est tout ce qu'il est, c'est-à-dire un occidental qui écrit, et qui fait de la métaphysique, et qui essaie de formuler des propositions scientifiques, c'est-à-dire des propositions rationnelles. Le problème que rencontre Derrida, c'est celui de ce qu'il appelle la clôture. Dans un autre texte, dans l'écriture et la différence, c'est ce qu'il appelle le cercle. Ce que ça signifie, c'est la chose suivante. Il faut que je me désinvestisse de ce en quoi me fait croire le langage, de la vérité, de l'illusion que ce que dit le langage existerait vraiment. Et pour me désengluer, si on veut reprendre le terme de Sartre, de cette croyance, prendre distance à cette croyance, me désillusionner de ces fantasmes que le langage font apparaître en moi, ma seule arme, mon seul outil pour Derrida, pour lutter contre ça, c'est le langage lui-même. Donc le problème, c'est que je dois déjouer les illusions construites par le langage, et je dois le faire par le langage qui lui-même produit ces illusions. Donc je suis pris dans un cercle, et tout ce que je peux faire dans ce cercle, eh bien, c'est repérer les incohérences du langage, repérer les pièges du langage pour jouer le langage contre lui-même et donc le déconstruire, ce qui est évidemment la version, on pourrait dire, la version logologique ou grammatologique du néantir sartrien. Alors on voit bien ici ce que fait Derrida. Il prétend déjouer les illusions du sujet sur lui-même, ce sujet qui se dit je suis une essence, une substance, un homme, une conscience, etc. Autant d'illusions selon lui produites par le langage. Mais quand il fait ça, il est lui-même le sujet qu'on pourrait dire déconstructeur, qui déconstruit uniquement aussi par le langage, et donc il se pose de manière implicite, de manière, on pourrait dire, performative, par le discours qu'il tient, sans le dire, il se place lui-même comme un sujet supérieur à ses illusions, capable de les déjouer, et donc le sujet qui finalement, véritablement, se pose comme le sujet cartésien dans son autonomie absolue et plénière. Donc on voit que le structuralisme, en fait, rejoue la même partition et l'aggrave.
au lieu d'en sortir comme on pourrait le croire. Pour Derrida, donc, il s'agit de déconstruire quoi? Le langage, c'est-à-dire ce qui nous a été légué, ce dans l'élément de quoi nous sommes construits, pour le coup. Et donc, il s'agit pour lui, alors je cite cette fois les termes précis du texte, de faire trembler les valeurs signes. Et ces valeurs signes, donc, dans un texte qui est recueilli dans l'écriture à la différence, qui s'appelle La structure, le signe et le jeu, ces valeurs signes sont, je cite, essence, existence, substance, sujet, ou encore aletheia, transcendantalité, conscience, homme, et bien sûr, la valeur signe qui finalement est en ligne de mire, Dieu. Et alors, pour déjouer l'illusion qu'existent ces valeurs signes, qui ne seraient que des effets du langage, eh bien, il faut déconstruire les distinctions que le langage institue et qui, selon Derrida, ne seraient que des illusions. Par exemple, la distinction entre intériorité et extériorité, entre transcendantal et empirique. Et finalement, ça permet de déconstruire, je cite, le créationnisme et l'infinitisme chrétien. Donc, dans cette pensée, il s'agit de dénoncer comme des illusions tout ce qui peut donner un sentiment de vérité. Par exemple, j'ai l'illusion que c'est moi qui parle. En réalité, c'est la structure qui parle à travers moi, c'est-à-dire mon passé, une communauté, une culture, une langue, évidemment. J'ai cette illusion que quelque chose de vrai existe et la réalité qui est découverte par ce sujet rationnel capable de sa liberté inconditionnée, c'est que le vrai n'est qu'un effet qui se produit en moi. Donc, vous voyez, ce que propose Derrida, c'est en fait d'effectuer cette liberté sartrienne en prétendant qu'on ne peut pas la penser. Et comme on ne peut pas la penser, elle n'existerait pas. Mais en fait, ce que fait le sujet des constructeurs, c'est qu'il vit l'expérience même de cette liberté dont il prétend pourtant dans son discours qu'elle est impossible. Le jeu, donc, a l'impression qu'il est le langage. On voit les premières bases de cette pensée chez Derrida sont jetées avec la voix et le phénomène. J'ai l'impression que le langage me dit qu'il y a une réalité dans le langage parce que quand je parle, je n'éprouve aucune contrainte, aucun obstacle, c'est-à-dire que la voix semble coïncider avec ma pensée. Et tout ça, pour Derrida, c'est une illusion. C'est-à-dire que je crois penser ce que je pense, mais en réalité, je ne le pense pas, puisque c'est la langue qui le fait apparaître comme quelque chose d'illusoire. Derrida donc écrit la chose suivante dans le signe, le jeu, la structure. Le signifié central n'est jamais absolument présent hors d'un système de différence, l'absence de signifié transcendantal étant à l'infini le champ et le jeu de la signification. De la grammatologie, il précise tout ce que le désir avait voulu arracher au jeu du langage s'y trouve repris. Je continue, le langage, désamarré de n'avoir plus de limites, cesse d'être contenu et bordé par le signifié infini qui semblait l'excéder. C'est-à-dire que tout ce que le langage croit découvrir, le réel, le monde, Dieu, la différence entre nature et culture, la différence entre intérieur et extérieur, intériorité, extériorité, etc., ou la différence entre res extensa et res cogitans, eh bien, toutes ces différences ne sont que des illusions instituées par le langage qu'il faut déconstruire. Et donc, il n'y a pas de réel absolu qui limiterait, qui borderait le langage. Alors, je trouve que c'est très intéressant aujourd'hui de constater ce que ça donne quand on l'applique
à la vie, aux mœurs. Toutes les oppositions qu'on peut instituer entre la nature et la culture, par exemple, ou les grandes institutions héritées des cultures depuis la nuit des temps, l'interdit de l'inceste, par exemple, pour reprendre un motif problématique entre culture et nature chez Lévi-Strauss, la différence sexuée entre hommes et femmes, pourquoi pas la différence entre jeunesse et vieillesse, etc., etc. Tout ça ne sont que des institutions de culture et donc demandent éventuellement à être déconstruites, dépassées comme quelque chose qui n'était qu'une limitation illusoire à notre liberté absolue et inconditionnée, celle de la pensée, pour reprendre Sartre, qui se pose elle-même à partir d'elle-même et sans aucune précédence ontologique. C'est-à-dire qu'elle se fait exister par elle-même par le simple fait de son effectuation. Alors, on a une série de motifs qui entrent en équation ici. La néantification sartrienne, la déconstruction déridienne, et finalement ce que j'ai appelé depuis le début de ce séminaire, ce que j'appelle la distance théorico-critique à soi, qui est une sorte de schizophrénie, le fait que à chaque fois que je veux quelque chose, je peux me dire pourquoi est-ce que je le veux, et me dire que si je le veux, ça ne vient pas absolument de moi, donc ne plus vouloir le vouloir. Et ne plus vouloir ce que je veux, ça s'appelle être dans une volonté absolue. Alors, tout ça conduit à l'aporie suivante, qui est posée par maintenant la compréhension qu'on peut avoir de Sartre par Derrida et de Derrida par Sartre. Pour être libre, ce sujet posé par lui-même ne peut compter que sur lui-même. Mais comme il n'est rien, c'est ce qu'on a vu chez Sartre, c'est-à-dire qu'il n'est que la tautologie de lui-même, je suis ce que je suis, eh bien tout ce qu'il entreprend concrètement, positivement, est suspect d'ingérence étrangère. C'est-à-dire que si je ne suis que ce que je suis, à chaque fois que je pense quelque chose autre que je suis ce que je suis, eh bien ce quelque chose d'autre vient d'ailleurs, n'est pas moi, c'est un effet de la structure. Et donc, il faut que je le déconstruise, parce que si j'agis en me laissant conduire par la structure, alors je ne suis plus vraiment libre, je ne suis plus vraiment moi. Je fais une remarque au passage, que évidemment, cette tautologie du « je suis ce que je suis » nous renvoie à la célèbre, plus que célèbre, à l'obsédante formule d'Exode 3,14, Moïse à la révélation du Dieu qui lui dit « je suis celui qui suis ». Je trouve, alors je sais bien que les traductions de cette phrase sont problématiques en elles-mêmes, parce que la phrase semble étrange traduite déjà en grec, puis en latin ou en français. Mais je trouve, pour nous, en langue française, et qui essayons de faire de la philosophie sur ces questions-là, je trouve assez intéressant de confronter le « je suis celui qui suis » à « je suis ce que je suis » et même finalement « je ne suis que ce que je suis », qui, à mon avis, est une belle manière de comprendre la phrase de la Genèse, faisons l'homme à notre image et ressemblance, c'est-à-dire qu'effectivement, le « je suis ce que je suis » est bien à l'image et à la ressemblance de « je suis celui qui suis », mais évidemment, il y a une différence absolument fondamentale qui fait qu'on est dans une ressemblance et image, et non pas comme le prétend Sartre, qui oublie l'essentiel, c'est-à-dire la puissance de produire, la puissance ontogénétique, qui est quand même la différence entre les deux, entre l'original et l'image. Donc, alors je n'insiste pas sur le texte de Sartre qu'on pourrait lire en détail pour repérer ce motif, mais Sartre élimine systématiquement de sa comparaison entre la définition de Dieu par Descartes et la définition de l'homme le motif de la puissance. C'est-à-dire que la volonté de Dieu crée ce qu'elle veut, alors que la volonté de l'homme ne le peut pas, et ça, c'est précisément ce que Sartre oublie, mais qui revient évidemment au devant de la réflexion quand on est attentif à ce que j'ai appelé jusqu'à présent avec Michel Henry des pouvoirs subjectifs, c'est-à-dire que le pouvoir subjectif, je ne peux pas le produire ontologiquement. Je ne peux qu'en être investi après coup,
puisque quand j'agis, je sais bien, quand j'ai le pouvoir, par exemple, de fantasmer le goût de la cerise, je sais très bien que je n'ai pas pu produire les déterminations qualitatives, j'ai dû les recevoir comme quelque chose de tout à fait étranger à moi, de quelque chose qui me transcende. Finalement, si on fait abstraction de ça, on obtient bien ce sujet sartrien qui est celui en réalité qu'on retrouve de manière inversée chez Derrida, c'est-à-dire ce sujet qui finalement n'est rien, qui n'est qu'une capacité de nier, de déconstruire. Et donc, finalement, on en arrive au motif central de toute cette réflexion qui n'est finalement qu'une capacité à transgresser. Et il y a bien cette idée que la liberté s'effectue dans la transgression et non plus que la liberté s'effectue dans la création. Et on en vient à ce motif bergsonien qui nécessite de faire une citation de la pensée et le mouvant, puisque pour Bergson, hein, la liberté n'est pas négation mais création, mais je crois qu'en lisant attentivement les textes de Bergson sur cette question, on voit aussi la racine de, en tout cas, la situation qui permet les dérives qu'on vient de voir chez Sartre et Derrida. Voilà la citation de la pensée et le mouvement, c'est le tout début du chapitre 3, ce texte très, très scolaire, hein, très connu, dans lequel Bergson explique, en tout cas veut donner le sentiment de ce qu'il appelle l'imprévisible nouveauté. Donc je cite, « Je voudrais revenir sur un sujet dont j'ai déjà parlé, la création continue d'imprévisibles nouveautés qui semble se poursuivre dans l'univers. Pour ma part, je crois l'expérimenter à chaque instant. J'ai beau me représenter le détail de ce qui va m'arriver, combien ma représentation est pauvre, abstraite, schématique, en comparaison de l'événement qui se produit. » J'insiste sur la dernière phrase maintenant. La réalisation apporte avec elle un imprévisible rien qui change tout. Donc évidemment, après ce qu'on vient de dire, on ne peut pas passer ici à côté de l'intervention chez Bergson de ce motif du rien. C'est même intéressant de voir que ce qui fait tout, précisément, c'est ce rien. Alors, je voudrais essayer de débrouiller un petit peu ce que signifie, à mon sens, la manière dont j'ai essayé de comprendre ce que signifie ce rien. D'abord, bon, je rappelle très rapidement la conception que Bergson se fait du temps. Temps objectif, et puis il y a ce qu'il appelle la durée. Et ce qui est très important et qu'on comprend très bien ici, c'est que la durée, contrairement au temps objectif, ce n'est pas le déploiement de l'être, mais c'est un principe ontologique. C'est-à-dire que chaque instant est une création ab nihilo. La durée, ça veut dire que le temps n'est pas simplement la monstration successive de différents aspects de l'être, comme si on filmait dans un travelling quelque chose d'inerte, mais chaque instant du temps est une création de l'être qui enrichit l'être d'un poids ontologique qu'il n'avait pas avant. Donc le temps est véritablement ontogénétique. Donc le rien en question, c'est bien cet être qui se crée ab nihilo, c'est-à-dire le principe du réel, ou en d'autres termes, le principe de la création permanente de l'être. Alors, ce qui se crée dans l'être n'est rien pour la pensée. Alors, je ne cite pas le reste du texte, mais on verrait très bien, parce que bon, on écrit par le temps, mais on verrait très bien que ce rien, c'est ce qui n'est rien pour la pensée, ce qui n'est rien pour la prévision, rien pour le calcul, rien pour la conscience, c'est-à-dire rien de pensable, rien de saisissable et rien de prévisible. Et il me semble que dans les passages qui suivent, il se passe quelque chose de tout à fait décisif,
Voilà ce que Bergson écrit. Le vivant est conscient en droit, il devient inconscient en fait, là où la conscience s'endort. Bergson est en train d'expliquer que dans le vivant s'expérimente cette ontogénèse du temps. Or, il nous dit, donc dans cette phrase que je viens de lire, que le temps ontogénétique est en lui-même étranger à la conscience, c'est-à-dire qu'il peut être inconscient. C'est-à-dire que la conscience, en réalité, n'a rien à faire avec l'ontogenèse. Donc, il opère une dissociation entre le principe ontogénétique et le principe phénoménologique. C'est-à-dire que le temps ontogénétique n'apparaît pas, il peut apparaître, mais il n'apparaît pas. Alors, on voit, vous voyez, cette décohérence dans la pensée quand Bergson dit que nous avons une perception immédiate, que tout être vivant a une perception immédiate de sa propre activité et des conditions dans lesquelles elle s'exerce. Il dit nous avons le sentiment d'être créateurs de nos intentions, et puis tout de suite après il ajoute il n'est même pas nécessaire que nous en ayons pleine conscience. Alors vous voyez, c'est quand même très contradictoire. Et dans la page suivante, il va dire dans notre conscience, nous faisons ce travail de création, mais ce travail se fait en nous. Alors, Bergson affirme en même temps que nous sommes artisans de ce travail ontogénétique et que nous n'en sommes que spectateurs. Et donc, il va faire une dissociation entre le principe ontologique, le travail créateur, et la conscience que nous en avons. Qu'est-ce que dit Bergson? En fait, il dit que l'ego du cogito cartésien, n'est que le spectateur passif du temps ontogénétique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en nous, nous ne faisons qu'y assister. Et effectivement, Bergson utilise l'expression de perception. Nous avons une perception de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes spectateurs de nous-mêmes, spectateurs de ce travail ontologique qui se fait en nous. Si on compare ça, et on comprend pourquoi le rapprochement de Michel Henry avec Henri Bergson l'énervait toujours, si on rapproche ça de ce qu'on a vu dans les séances précédentes comme pouvoir subjectif, on voit bien que ce que rate Bergson, c'est effectivement la réalité du pouvoir subjectif. C'est-à-dire que quand j'agis, quand j'ouvre les yeux pour voir, quand j'ouvre la bouche pour parler, c'est bien effectivement moi qui agis. J'ai une épreuve immédiate d'un effort, hein, c'est l'inspiration de Michel Henry chez Mène de Biran, et au fond, Bergson n'arrive pas à saisir ça parce que pour lui, le sujet, fondamentalement, c'est une conscience, c'est-à-dire une perception, pour lui, il appelle ça comme ça, ici, perception, ou encore distance à soi, intentionnalité, on dirait en phénoménologie. Et ce sur quoi Michel Henry a insisté, c'est que je ne me possède pas moi-même dans mes pouvoirs subjectifs par une perception. Autrement, je ne pourrais rien. Encore une fois, courir et penser qu'on court, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, il y a un moment de la réalité subjective qui est plus fondamental que la conscience. C'est-à-dire que penser à, avant de penser à avoir mal, il faut l'auto-aperception qu'on a mal, l'auto-aperception de soi, et cette auto-aperception est absolument immédiate et elle s'exerce comme un pouvoir subjectif. C'est ce que rate la pensée dans son immense majorité encore au XXe siècle, c'est-à-dire ici en l'occurrence celle de Bergson et puis plus tard celle de Sartre et celle de Derrida. On pourrait évidemment montrer les nombreux liens génétiques qui existent entre ces pensées, notamment tout ce qu'on retrouve de Bergson et du pragmatisme chez Heidegger, qui a aussi même si profondément marqué Sartre et évidemment quelqu'un comme Derrida également, qui sont d'abord des héritiers, des commentateurs de la phénoménologie allemande. Et on voit bien que dans la phénoménologie allemande, il n'y a pas cet élément qu'on peut retrouver dans une certaine tradition française de Mène de Biran et Michel Henry.
Donc, en réalité, cette dissociation qui est effectuée par Bergson entre le travail de la durée ontogénétique et la conscience, eh bien, on retrouve tout simplement la différenciation, la distinction entre ce qui apparaît et la manière dont ça apparaît. Et évidemment, on a un modèle extrêmement simple d'une autre pensée, d'une pensée alternative à ça, à ce qui finalement est une forme d'intellectualisme. On a le sentiment. Michel Henry dit dans une belle phrase très, très lumineuse et très simple, quand je suis triste, ce qui me fait savoir ce qu'est ma tristesse, c'est ma tristesse elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté ce qui apparaît et de l'autre côté la manière dont ça apparaît, mais la tristesse apparaît en elle-même, elle est à elle-même sa manière d'apparaître, elle ne me renseigne sur rien d'autre qu'elle-même. Et évidemment, le sentiment ici nous montre ce qui est raté par Bergson, Sartre ou Derrida, c'est-à-dire cette identité à soi, cette ipséité qui est l'auto-affection avant la conscience. Je suis moi-même avant de penser que je suis moi-même. C'est je fais un petit clin d'œil à des assistants ici. C'est évidemment ce qui fonde absolument la distinction, le concept chez Kierkegaard de communication indirecte. Donc, tout le problème, on le voit, tient à l'équivoque du terme de conscience chez Bergson. On sent que Bergson aurait besoin de distinguer conscience et auto-affection. Il ne réussit pas à le faire. Il utilise parfois la conscience dans le sens de sentiment de soi et parfois la conscience dans le sens de perception de soi. Et évidemment, c'est ce qui va c'est ce qui va poser le décor, je dirais, dans lequel Sartre ou Derrida vont penser la liberté non pas comme positivité de l'exercice d'un pouvoir subjectif, mais comme négativité de la conscience en cercle sur elle-même, qui en permanence se met à distance d'elle-même dans une régression à l'infini, et donc dans une forme de néant. Et donc, chez Derrida, on peut dire que, tout comme chez Bergson, j'assiste au travail de la durée, c'est-à-dire de la vie en moi. Chez Derrida, j'assiste au travail de la structure en moi et je ne peux, pour me libérer, en permanence que essayer de me mettre de plus en plus à distance. Et c'est évidemment un problème qui va être absolument central dans la philosophie de l'art, puisque dans la philosophie de l'art, la grande question, c'est comment l'artiste peut inventer quelque chose d'absolument original. On voit bien que les conceptions modernes de l'art, très très largement, finissent par penser l'invention artistique uniquement comme une transgression des codes qui existent. Alors le texte que je citais tout à l'heure d'Umberto Eco est intéressant, qui s'attaque à cette question-là. Au fond, Umberto Eco se pose une question, c'est comment est-ce que quand je suis dans un code, je peux inventer quelque chose de plus que ce code? Et comme chez Umberto Eco, comme chez Derrida, on pense que tout ce que je peux penser est conditionné par le code, eh bien, la réponse, évidemment, est assez compliquée. Si je ne peux penser qu'à partir du code, comment se fait-il que je pense en permanence en dehors du code, plus que le code? Comment se fait-il que nous puissions inventer des codes? Comment se fait que les codes que nous utilisons évoluent sans cesse, se transforment sans cesse sous l'effet de l'utilisation que nous en faisons, des messages que nous formulons dans ces codes et qui dépassent sans arrêt ce qui était prévu par le code, on pourrait dire. Alors, évidemment, Umberto Eco ne peut, comme Derrida, ne peut que répondre par une négativité. C'est-à-dire que Umberto Eco imagine qu'il y a une laxité dans les codes, c'est-à-dire des choses qui n'étaient pas prévues. D'accord, mais si quelque chose n'est pas prévu dans le code, c'est une pure négativité. Comment est-ce que ça peut produire un message, comme par exemple un message poétique, qui a une positivité qui dépasse ce que la langue était capable de produire à partir de sa simple structure? Et alors, Eco se dit qu'il y a peut-être des jeux entre les codes, etc. Mais finalement, il n'y a toujours que la négativité qui peut jouer, tant qu'on n'a pas compris que si nous pouvons nous servir d'un code pour énoncer un message, c'est que préalablement, plus fondamentalement, dans l'auto-affection, nous vivons quelque chose qui est beaucoup plus riche que tout ce que les codes peuvent dire.
Et c'est à partir de cette richesse fondamentale que nous pouvons formuler dans le code quelque chose qui n'est pas simplement, je dirais, une mise en action du code. On ne fait pas simplement tourner la manivelle d'une machine qui nous préexisterait. C'est ce qui fait d'ailleurs la puissance philosophique considérable d'un texte, par ailleurs assez modeste sur le plan philosophique, c'est-à-dire qui n'a pas de grande prétention philosophique, qui pourtant a une portée considérable. C'est l'introduction du spirituel dans l'art de Kandinsky, puisque et les discussions de Kandinsky avec Schoenberg à l'époque, où ils se disent, mais au fond de nous, il y a une richesse de vie qui est beaucoup plus considérable que tout ce que le langage veut dire. Et qu'est-ce que c'est que l'art? C'est utiliser le langage pour mettre à jour, pour rendre effective cette richesse auto-affective fondamentale, et non pas croire que tout ce que nous pouvons dire n'est que ce qui est conditionné par le code. Alors voilà, j'anticipe un petit peu sur ce qu'on dira plus tard dans une part construens de l'exposé, mais pour qu'on voit bien les limitations qui sont posées par cette philosophie dominante qu'on est en train un petit peu d'examiner. Alors le sujet déridien, lui, il cherche une liberté de créer qu'il voudrait absolue, parce qu'il refuse au fond cette précédence de l'être sur lui, refuse cette dépendance fondamentale dans laquelle nous nous trouvons comme sujet, comme subjectivité. Mais évidemment, le sujet déridien ne dispose pas de la puissance ontologique de produire quelque chose de la même manière que le sujet sartrien, qui n'est libre au fond que parce qu'il est un pur néant. S'il est libre, il ne peut rien, il ne peut que déconstruire son propre pouvoir, car on ne voit pas que ce pouvoir n'est pas d'abord une structure, mais une force phénoménologique, c'est-à-dire ce que j'appelle le pouvoir subjectif, avec Michel Henry. Donc il y a un refus d'accepter dans la pensée moderniste que la liberté, c'est l'usage d'un pouvoir subjectif, c'est-à-dire une liberté résultante qui procède de trois transcendances fondamentales qu'elle trouve en elle. La première transcendance, c'est la force d'exister, la force d'agir, la force d'exercer un pouvoir subjectif dans lequel je me trouve, mais dans lequel je ne peux pas m'apporter. C'est ce que Michel Henry appelle la vie absolue. On pourrait dire aussi la force absolue. On pourrait dire aussi Dieu dans un contexte théologique. Nous trouvons aussi ce qui détermine nos pouvoirs subjectifs, c'est-à-dire les qualités de notre vie immédiate, leur détermination. Alors, évidemment, les déterminations qualitatives de la vie sensorielle, mais aussi de toute la vie du corps, par exemple le mouvement, la stature, etc., mais aussi la qualité particulière dans laquelle nous ressentons nos opérations intellectuelles, ce que c'est que, par exemple, de comprendre un problème, de comprendre une contradiction, etc. Donc, cette transcendance, cette seconde transcendance, c'est celle de ce que j'appellerais l'être asubjectif, celui qui se manifeste en nous dans nos impressions, qui détermine nos impressions, mais dont nous ne pouvons rien savoir de plus que ce qu'il est comme puissance de détermination de nos impressions. Et puis enfin, très important, je l'ai abordé dans un article qui vient de paraître, parution que je dois à Landry, dans un article qui s'intéresse disons à l'intersubjectivité. Et cette troisième transcendance, c'est la transcendance d'autrui, c'est-à-dire celui qui m'a toujours déjà précédé et qui m'a appris tous les gestes dont je suis capable depuis ma naissance, puisque je suis d'abord arrivé dans une véritable détresse sensorielle, je l'appellerai comme ça ce soir, dans laquelle je n'étais pas capable de me servir de mon corps, et il a fallu qu'autrui m'apprenne à faire à mettre de l'ordre dans mes impressions, et par exemple, pour reprendre un exemple sartrien célèbre aussi, à mettre par exemple une relation entre une certaine sensation, une certaine impression que j'éprouve et le fait de boire un verre d'eau qui va me désaltérer. Ça, il a fallu que quelqu'un me l'apprenne. Je n'aurais pas pu le produire à partir de moi. Donc, le véritable être subjectif implique, contre cette philosophie moderniste, que nous acceptions en nous ces trois dimensions
de la transcendance. Et ne pas accepter ces trois dimensions de la transcendance nous conduit à avoir une conception négative de nous-mêmes et une conception qu'on pourrait dire, alors schizophrénique, j'aime pas le terme parce qu'il est évidemment, c'est un terme psychiatrique, mais disons à une véritable scission interne, à une véritable schise qui est pour quelqu'un comme Derrida ou quelqu'un comme Sartre, qui est l'essence même de la subjectivité, alors que cette déchirure interne, cette négativité ne sont évidemment pas l'essence de la subjectivité, mais un certain effet d'une certaine manière de se vivre comme subjectivité, qui est cette volonté, cette hubris à l'indépendance ontologique. Donc l'essence du moi n'est pas la perception de soi, elle n'est pas cette schise, cette négativité. Dernier point, alors j'essaie de finir rapidement cet exposé pour qu'on voit quelles sont les conséquences de ces conceptions fondamentales, disons, de l'ontologie de la subjectivité, de l'ontologie et de conceptions métaphysiques dans l'ensemble. Le motif des sciences sociales. Je voudrais juste évoquer la lecture par Léo Strauss de Max Weber dans Histoire et droit naturel pour comprendre cette sorte de morale moderniste qui est attachée au présupposé philosophique que je viens d'exposer, dans lequel le sujet moderne, contemporain, enfin disons plutôt post-moderne, est soumis à un régime que j'appelle un véritable régime de tourment, puisque quoi qu'il juge bon, il doit se dire comme une obligation morale, non pas je trouve cela bon, mais une personne telle que moi, dans une culture telle que la mienne, avec une langue telle que la mienne, des préjugés tels que les miens, des stéréotypes tels que les miens, héritant d'une tradition telle que la mienne, tient ceci ou cela pour bon. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire qu'une chose est bien, mais je dois me dire, c'est un impératif moral, on verra tout à l'heure, je dois me dire, je trouve que cela est bon et je dois me demander pourquoi je trouve que cela est bon. Parce que forcément la raison est mauvaise. C'est une exigence morale en réalité qui est exposée par Max Weber, notamment dans un texte très célèbre qui s'appelle Le savant et le politique, puisqu'il exige dans ce texte que l'objet des sciences sociales soit pris comme un système de valeurs qu'on étudie, comme une structure, dirait Derrida, mais ce système de valeurs, je ne dois pas y adhérer pour pouvoir l'étudier. Je dois l'étudier comme un système de signes, en réalité. Et donc, je ne suis pas tenu d'éprouver les valeurs qui sont en jeu. Léo Strauss, donc, dans Histoire et droit naturel, fait une analyse de ce type de positionnement qui expose ce que j'appellerais le paradoxe de la tolérance. La position première, c'est de dire que les sciences sociales ne peuvent rien trancher en matière de valeurs. Voilà ce que dit Léo Strauss. Il y a une pluralité, dans son commentaire de Weber, il y a une pluralité de principes invariables du droit et du bien qui s'opposent entre eux sans que l'on puisse prouver la supériorité d'aucun. Donc on pose évidemment un principe de relativisme qui tient à ce que la raison n'a rien à nous dire sur les valeurs. Elle peut nous expliquer comment fonctionnent les systèmes de valeurs, mais elle ne peut pas nous porter à choisir tel ou tel système de valeurs. Donc elle nous laisse totalement désemparés dans notre recherche de principe de l'action, puisque pour agir, il faut bien choisir des valeurs. Donc le sujet ici, alors je reprends ce terme un peu saugrenu au fond de Sartre, qui dit que le sujet se désenglue. Se désengluer, ça veut dire évidemment d'abord faire une différence entre les valeurs auxquelles j'adhère
en tant que personne et le regard théorico-critique que j'ai sur l'adoption de ces valeurs. C'est-à-dire que je dois me désengluer, me désengager, et c'est ce que Weber appelle la liberté, en disant que la liberté, c'est l'absence de contraintes extérieures et d'impulsions irrésistibles, ainsi que de motifs non rationnels dans l'exécution de ma volonté. Bon, on voit bien qu'ici, Weber pose complètement cette exigence, qui est en réalité un fantasme, d'un sujet abstrait, totalement désengagé de toute forme de vie, un sujet qui n'a pas de corps, un sujet qui n'a pas de sentiments, pas de famille, pas de passé, pas de pays, etc., etc. Donc, on est dans une situation où le sujet est réduit à être le sujet d'une rationalité qui est essentiellement formelle. Hein, ça marche très bien en mathématiques, on peut construire des structures, mais ces structures sont des formes vides. Et à partir de ça, à partir de construire des formes vides, ce qu'on peut faire, c'est déconstruire des formes concrètes en trouvant leur structure formelle, mais on ne peut rien produire de positif. Et donc, comme l'adoption d'une valeur par individu ne peut pas se juger par la rationalité, elle relève fatalement, Strauss le remarque dans son commentaire, elle relève fatalement d'un arbitraire insondable, insurmontable et incommunicable de l'individu. D'où le paradoxe. Cette idée qu'on ne puisse pas choisir des valeurs grâce à la raison et que la raison est la seule forme légitime de choix des valeurs conduit à une tolérance totale, évidemment, à un rejet des positions intolérantes, mais comme je rejette ma propre intolérance, ça me conduit fatalement à poser comme principe, je cite, hein, l'épanouissement sans frein de l'individu, donc à accepter les autres individus dans leur épanouissement sans frein et éventuellement à leur intolérance. Finalement, ce relativisme commande à la fois la tolérance de l'intolérance et l'intolérance de l'intolérance, c'est-à-dire qu'il nous met dans une situation, encore une fois, de contraintes contradictoires, de double contrainte. Et c'est évidemment, on a tous les paradoxes, hein, par exemple la servitude volontaire, hein, si on pose l'individu comme un absolu, on peut aussi considérer que l'individu peut renoncer à son individualité en se constituant esclave d'autrui, etc., etc. Hein, les paradoxes, évidemment, qui découlent de cette position fondamentale sont innombrables. Voilà donc ce principe de l'individualisme radical, c'est celui qui résulte de cette conception négative de la subjectivité, de l'individualité de la volonté qui ne s'accepte pas comme d'abord un accueil de la triple transcendance dont j'ai parlé tout à l'heure, se condamne à ce type d'aporie. Alors finalement, considérer qu'il n'y a rien avant la conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ordre de la vie auto-affective, qui est en réalité, donc si on s'en tient à cette triple transcendance, aussi une vie communautaire, c'est-à-dire une vie pratico-affective communautaire qu'on peut aussi appeler une tradition. À partir de ce moment-là, on finit par poser l'impératif catégorique suivant, j'ai formulé un petit peu par ironie à la manière de Kant, quelle que soit ta volonté, neutralise-la par une mise à distance théorique. Et donc la seule relation possible de l'individu à autrui étant la rationalité, effectivement, il se voit obligé de justifier son comportement de manière rationnelle, mais comme il est autonome et qu'il veut que sa raison soit absolument autodéterminée, eh bien, il est réduit à la dernière impuissance. Il ne peut pas choisir nos valeurs. Et le seul choix qui reste, c'est d'être dans cette situation extrêmement douloureuse du sujet postmoderne, critiquer moi-même en permanence par la raison tous mes choix de vie, et finalement, eh bien, ne plus vivre, être pris
au piège de la distance théorico-critique de soi. Voilà. Avec cette séance, donc je crois avoir fini d'aller au fond théorique des problèmes, je dirais, de la moralité actuelle et qui se retrouve évidemment dans l'esthétique, dans la politique, dans les mœurs, etc. Et donc, à partir de la prochaine séance, nous nous engagerons dans une analyse plus détaillée des questions, disons, esthétiques et éthiques qui sont conditionnées par cette situation. Voilà, merci.